Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, professeur de géopolitique à Sciences Po et auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu aux éditions Odile Jacob. Les raisons géopolitiques d'espérer, et il y en a quand on est rationnel et qu'on se pose. Les Français, quand on leur pose la question, 73% d'entre eux déclarent, en tout cas ne considèrent plus les États-Unis comme notre allié. À tort ou à raison? Alors pour l'instant à tort, parce que statutairement et officiellement, ce sont encore nos alliés dans le cadre de l'OTAN. Créé en 1949, on connaît par cœur toute la période de la guerre froide au cours de laquelle on a systématiquement été aux côtés des Américains, y compris d'ailleurs lorsque De Gaulle était au pouvoir ou lorsque Mitterrand était au pouvoir. Je dis ça parce que la fiction du gaulo-mitterrandisme, je mets ça entre guillemets, a prévalu pendant quelques dizaines d'années chez des observateurs beaucoup trop paresseux. En réalité, l'affaire des missiles de Cuba en 62 et celle des euromissiles en 83 ont vu la France être rester très strictement dans le giron, non pas américain, mais occidental, on va l'appeler otanien, on va l'appeler comme ça. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore des alliés. Sauf que Donald Trump, il n'en veut plus de l'OTAN. Et je le dis et je l'écris depuis très longtemps. Je ne savais pas nécessairement qu'il allait revenir au pouvoir. Il y avait une chance sur deux globalement. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il revenait au pouvoir, il considérerait l'OTAN comme beaucoup trop cher, sachant qu'il n'a aucune espèce d'idéologie. Ce n'est pas quelqu'un qui entretient des alliances ou des mésalliances, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux droits de l'homme, aux droits des femmes ou à un quelconque autre droit que celui, pour les États-Unis, de récupérer de l'argent qui a été investi. Et Trump considère que depuis 1949, en fait depuis le début du XXe siècle même, les États-Unis ont beaucoup trop apporté au sens très pécuniaire du terme, c'est vrai, très financier. Alors, parce que tous les pays européens ont acheté du matériel militaire américain. Voilà, c'est ça. D'abord, il faut nuancer, parce qu'évidemment, avec l'argent, et notamment du plan Marshall des années 50, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté américain, en tout cas beaucoup d'États européens, et encore aujourd'hui sur le plan militaire. La plupart des États européens achètent des F-35 et non pas des Rafales, pour prendre un exemple militaire très concret et très présent. Donc c'est vrai que ça leur est revenu en quelque sorte, mais il est vrai également que les États-Unis ont beaucoup apporté à l'Europe en termes de protection. Et en tout cas, au Royaume-Uni et à la France, c'est le moins qu'on puisse dire, dès 1917. Mais vous voyez, coûte vraiment, cette protection militaire de l'Europe, elle coûte vraiment, aux yeux de Donald Trump, ça coûte trop cher. Mais est-ce que c'est vrai ? Ah oui, non mais ça coûte aux contribuables américains, bien évidemment. Lorsque les États-Unis mettent en dépenses de défense à hauteur de 3,5 jusqu'à pratiquement 4% de leur PIB, eh bien une partie de cet argent va pour la protection des États membres de l'OTAN en Europe. Or, est-ce que l'électeur de l'Alabama, ou d'ailleurs les électeurs, il ne faudrait pas considérer que seul l'Alabama ou les États du Sud ont voté pour Trump, parce qu'il a été réélu très largement. Est-ce qu'aujourd'hui les contribuables américains ne sont pas en droit de demander des comptes sur la base d'une aide militaire et financière très importante accordée à des États qu'en général ne savent pas mettre sur une carte et surtout qui ne correspondent pas à une protection vitale pour les États-Unis. C'est pas faux. Et c'est d'autant plus vrai depuis la chute de l'URSS. Ouais. Et donc, quand on entend en France Trump abandonne l'Europe, en fait non, c'est plus subtil, en tout cas ou même plus simple que ça, c'est que il veut abandonner les pays qui ne lui rapportent pas des sous, enfin je veux dire qui ne payent pas pour cette protection. C'est exactement ça. Pour des pays non solvables, d'une part, non solvables, c'est-à-dire des États qui, au hasard, l'Ukraine, qui n'auraient pas suffisamment d'argent pour rembourser une aide américaine, alors le deal sur les terres rares. Militaires. D'où le deal, évidemment, l'espèce de troc imposé par Trump sur les terres rares. Vous noterez quelque chose d'intéressant, c'est que depuis son avènement au pouvoir, enfin ce retour en quelque sorte, Trump n'a pas établi ce type de doukase en quelque sorte, n'a pas mis la pression pour faire court à des pays comme l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée du Sud. Mais enfin écoutez, ce sont des États qui sont protégés par les États-Unis. Et je vais vous dire, leur protection coûte plus cher que la protection des pays baltes. Pourquoi ? Parce que ce sont des États qui, aux yeux de Trump, et c'est sans doute pas faux d'un point de vue strictement économique, sont très solvables au sens où ils vont continuer à investir massivement aux États-Unis et à acheter américains. C'est donc ça.
C'est donc ça. L'explication, elle est là. Mais oui, mais Trump n'a pas d'idéologie. Je pense que beaucoup trop d'observateurs, en considérant, et ce n'est pas faux, qu'ils ont, et je reprends votre terme très juste, qu'ils abandonnent l'Europe, ont une vision ou s'inscrivent dans un registre, on va dire, davantage moral et politique qu'économique. Et or, M. Trump n'a pas d'idéologie. Son vice-président, oui, mais pas lui. Lui, le nord de sa boussole... Le mercantilisme. Le mercantilisme absolu. Attention, le terme est important, parce que on fonctionne dans une économie mondiale qui est relativement mercantile et on pourrait remonter aux premières cités sumériennes dont je vous ferai grâce. Mais le mercantilisme absolu, c'est-à-dire que la variable de prise de décision principale de Trump en matière d'affaires étrangères, c'est qu'est-ce que ça me rapporte par rapport à ce que ça m'a coûté. Ouais. Ça, c'est sa variable principale de prise de décision. Mercantilisme absolu, Frédéric Ancel, mais en même temps, quand il veut récupérer le Canada, enfin, qu'il dit que le Canada soit le 51e État américain, il veut récupérer, même par la force, le Groenland, nous a-t-il dit ce week-end. C'est pas être mercantile, ça aussi. Le Canada, ça rapporte énormément. C'est un pays quand même qui est extrêmement riche. C'est un pays d'avenir qui dispose dans ses sous-sols de réserves d'hydrocarbures sous différentes formes, d'ailleurs, notamment les sables et les schistes, extrêmement importantes, d'une part. D'autre part, le volume d'échange actuel entre les États-Unis et le Canada est relativement important, mais surtout la balance commerciale américaine est déficitaire avec le Canada. D'ailleurs, elle l'est avec la plupart des pays du monde, mais notamment avec le Canada. Donc pourquoi pas se payer sur la bête? Le Groenland correspond à la même chose, au même phénomène, avec une petite nuance. Le Groenland, c'est le Danemark, donc c'est l'Union européenne. Et on revient toujours à ce qu'on disait il y a un instant. On vous a protégé, vous les Danois et les Européens de manière plus générale, contre la menace soviétique puis la menace russe. Ça nous a coûté très cher. Maintenant, vous nous payez. D'un côté, on a le mercantilisme, alors égoïste absolu de Donald Trump. Après, on a l'impérialisme de Poutine. Quelle posture, quelle réaction pour l'Europe, encore une fois? Est-ce que la réaction d'ailleurs de l'Europe aujourd'hui est bonne, de mettre de l'argent pour se réarmer Alors moi, je le pense. Je pense que nous devons basculer dans l'Europe puissance. Parce que jusqu'à maintenant, nous étions pommes. Il faut que nous devenions aussi poire. Je veux dire par là que nous étions une entité à caractère économique. La CECA commence avec de l'économie. Le E, c'est économie. La CEE, c'est économique. Nous sommes une entité à vocation essentiellement normative, industrielle, énergétique et économique. Les peuples ne veulent peut-être pas plus. Exactement. Et il faudra bien voir dans les mois ou les années à venir si les peuples européens acceptent de basculer donc dans le côté poire, c'est-à-dire dans une autre forme, dans un autre registre de la puissance. Le plus important des registres, c'est celui politique. Et donc, dans le politique, vous avez du militaire et du stratégique. Et là, si vous devenez aussi une puissance politique, vous devenez une puissance globale. Et vous pouvez éviter, le moins mal possible, de vous faire dicter par les autres, qu'ils soient américains, russes, demain, je ne sais pas, turcs, indiens, que sais-je encore, des valeurs et des intérêts. Il faut que nous basculions dans l'Europe puissance. Et donc vers une Europe de la défense, une défense européenne? Bien sûr, mais ça c'est en aval. En amont, il faut une représentation commune d'objectifs communs. La représentation étant un terme géopolitique très important, fondé, je le dis, par mon maître en géopolitique, le grand géographe Yves Lacoste. Et de ce point de vue-là, et je vous rejoins, sur le doute que vous avez exprimé il y a un instant, on n'y est pas encore. Je ne suis même pas certain que les Allemands vont réellement basculer opérer cette espèce de révolution mentale. C'est le pays qui a le plus bougé, en Europe aujourd'hui. Non, c'est en s'asseyant sur des règles budgétaires qui datent depuis 30 ou 40 ans, en dépensant, alors certes sur 10 ans, quasiment 1000 milliards d'euros sur les infrastructures, le militaire. Vous me direz si c'est pour acheter du matériel américain. C'est bien le problème, d'une part. Et le deuxième problème, c'est qu'on est sur du rattrapage saupoudrage. Parce que les Allemands, en termes de dépenses de défense, ce que je vous disais tout à l'heure pour les Américains, mettaient 1.1, 1.2, 1.3 au lieu de 2. Bon, c'était considéré par les Américains comme un véritable scandale, mais y compris par Obama et Biden, qui le disaient moins vulgairement et moins brutalement que Trump, mais il le disait déjà. Bon, alors, quand vous dites que le pays est en train de changer, attention, le chancelier, à peine arrivé au pouvoir, doté d'une coalition extrêmement difficile, dont on ne sait pas du tout si elle va le suivre dans cette volonté d'aller vers plus d'autonomie stratégique européenne. Oui, depuis 3 semaines, je vous l'accorde, il fait beaucoup d'efforts et c'est quelqu'un de très courageux. J'attends de voir concrètement si les Allemands vont faire comme les Portugais il y a 2 semaines, c'est-à-dire suspendre des achats, des contrats d'achat de F-35 au profit de chasseurs-bombardiers européens. Les Européens doivent se passer des armes américaines, clairement, sinon, quelque part, on perpétue une forme de dépendance.
En tout cas, pas de toutes les armes, mais des armes principales, les armes stratégiques, évidemment. Alors qu'on est capable. Alors, ce sont les chasseurs bombardiers et les sous-marins. Les armes les plus stratégiques, c'est vraiment les chasseurs bombardiers modernes, bien évidemment, les sous-marins, et notamment à propulsion nucléaire, et puis, dans une moindre mesure, les bâtiments de surface, les porte-avions. Là, on est sur du stratégique. Hein. Ouais, c'est très important. Et on sait faire. On saurait faire en Allemagne, on sait très bien faire en France avec nos Rafales, on sait très bien faire au Royaume-Uni, on sait même faire en Suède avec les Gripen. Ouais. Les Italiens construisent des bateaux tout à fait redoutables. Donc les Néerlandais aussi. Donc on a, si vous voulez, en Europe, on a la capacité technique, technologique, ingénieriale, financière, démographique d'incarner une grande puissance. Parce que chacun le fait dans son coin. Le veut-on, oui ou non? Et jusqu'à maintenant, alors chacun le fait dans son couloir, oui et non, parce que chacun le faisait aux côtés des Américains. Et avec les Américains. Maintenant, si chacun commence à le faire dans son coin, évidemment, on sera balayé comme des fétus de paille dans l'histoire des puissances sur des temps très longs. Frédéric Ancel, cette Russie de Vladimir Poutine, on a parlé de ses ambitions qu'on a bien compris expansionnistes, est-ce qu'elle est ou pas vraiment une menace majeure, existentielle, pour l'Europe et pour la France? Va-t-on voir des chars russes débarquer? Non, on ne verra pas de chars russes débarquer à Paris parce qu'ils ont été infoutus de prendre l'aéroport de Kiev il y a 3 ans de cela. Mais est-ce qu'une menace existentielle ne s'inscrit seulement avec un défilé de chars sur les Champs-Élysées? Et c'est ça la vraie question. En fait, elle est double la question. Est-ce que oui ou non, nous Français, nous Italiens, Espagnols, Britanniques, donc à l'ouest du continent, là où bien évidemment il n'y aura jamais aucun char russe, évidemment, bon, parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas la volonté, ils n'en ont pas la capacité. Mais en tout cas, est-ce qu'une menace russe sur nos amis et nos partenaires d'Europe de l'Est consiste en une menace malgré tout directe? Est-ce que oui ou non, nous sommes solidaires de la Pologne, des Tchèques, des Baltes, etc. Si c'est non, alors on arrête immédiatement avec toute idée d'Europe puissance, on est bien d'accord. Mais on a le droit de le considérer comme tel. Hein. Ça, c'est une posture très souverainiste, qui n'est pas la mienne. Deuxième question, est-ce que oui ou non, M. Poutine n'intervient violemment que par la voie militaire? Et non, puisque la France est dotée de l'arme atomique, évidemment, et puis de toute façon, encore une fois, il n'a pas les capacités de frapper directement l'Hexagone. Alors qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il agit très violemment, enfin très virulemment dans le cyberespace. Et puis il agit en stratégie de contournement dans le Sahel. Ouais. Voilà. Et les Français se sont fait, c'est un petit peu dire de notre faute, je pense qu'on aurait dû davantage réagir, mais c'est un autre débat. Il a tenté et avec un certain succès, de casser un certain nombre de soutiens que nous avions et d'alliés que nous avions dans le Sahel. Alors, à des fins de pillage, hein, mais en même temps, ça lui permet de limiter l'influence de la France dans ces pays-là. Et on sait qu'il en fait beaucoup aussi, sur le plan financier notamment, pour tenter de nous déstabiliser dans les dom-toms. Ben ça, alors bien sûr que ce n'est pas la guerre au sens sanglant du terme, encore une fois, il ne peut pas la faire, il ne la fera pas. Mais aujourd'hui, la Russie est très hostile à la France, c'est absolument incontestable. Dans ses rêves les plus fous, il avance ses pions et son armée jusqu'où, Vladimir Poutine? Jusqu'aux limites de l'OTAN, tant que l'OTAN existera. Poutine a beaucoup de défauts, il n'est pas apocalyptique. C'est quelqu'un qui pensait, il y a 3 ans et demi, 4 ans, que croquer l'Ukraine ne serait pas un très grand problème et qu'il lui suffisait de mettre la pression sur le pouvoir qu'il méprise par ailleurs, hein, M. Zelensky pour l'essentiel, de façon à ce que ce gouvernement, à ses yeux fantoches, organise un exil à Varsovie ou ailleurs, mettre une marionnette, comme c'est le cas par exemple en Biélorussie, à Kiev, et donc pouvoir dominer l'Ukraine. Et il pensait que les Européens ne réagiraient pas parce qu'ils nous considèrent comme des décadents. Il pensait que M. Biden ne réagirait pas parce qu'il le considérait comme un grabataire. Il pensait que les Chinois l'aideraient davantage. Et là, il les a surestimés. Donc, il s'est réellement planté, hein, Poutine. Mais je pense néanmoins qu'il l'a fait parce qu'il savait, enfin, il pensait savoir que c'était sans risque. Sinon, il ne l'aurait pas fait. C'est quelqu'un qui est relativement prudent, je dis, entendez-moi bien, pas sur le plan moral, c'est un impérialiste extrêmement violent. Mais sur le plan géopolitique, finalement, il s'était attaqué à quoi jusqu'à présent? Il s'était attaqué à la Géorgie, on ne peut pas considérer que ça lui aurait coûté grand-chose. Il avait écrasé Grozny en Tchétchénie, bon, j'aurais dû commencer par ça. Il avait écrasé Alep en Syrie, oui, enfin, mais dès qu'il y a un véritable problème, comme avec ses alliés arméniens en 2020 face à l'Azerbaïdjan, il n'intervient pas et il les abandonne en race campagne. Et apprécier, quelques mois après la chute de Bachar el-Assad en quelques jours, à quel point il a abandonné Assad en race campagne. Ce n'est pas quelqu'un d'apocalyptique, ce n'est pas une tête brûlée, Poutine. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux. Que fait Trump, pardon, si
C'est de la fiction évidemment et de la science-fiction, mais si la Pologne était attaquée par la Russie, dans le cadre de l'OTAN, que fait l'Amérique de Trump? Ça, c'est une question extrêmement difficile. On est dans une zone grise. Enfin, quand je dis la Pologne, il y a d'autres pays membres de l'OTAN, peut-être plus petits d'ailleurs, il faudrait prendre un plus petit que la Pologne. Les pays baltes. Ouais. Il y a quelques mois... Les pays baltes, c'est mieux ça. Il y a quelques mois, évidemment, je vous aurais répondu qu'on serait au bord de la guerre nucléaire. C'est-à-dire qu'un Clinton, comme un Kennedy en 62 avec l'affaire des missiles, même si évidemment le contexte est radicalement différent, statutairement, en principe, puisqu'un État de l'OTAN aurait été attaqué, la fameuse clause numéro 5, dite mousquetaire, aurait été enclenchée. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de propulser toute la force dont on dispose dans le cadre de cet article 5, mais il s'agit en tout cas de réagir. Alors, je ne peux pas vous dire comment on aurait réagi, mais de toute façon, par la voie des armes, ça c'est sûr, mais peut-être pas de façon nucléaire. Maintenant, aujourd'hui, avec Trump, ce serait... Je n'en sais rien, parce que Trump ne veut pas de l'OTAN. Il veut le quitter. Et une guerre, ça lui coûte trop cher. Et il a toujours dit qu'il n'enverrait jamais un soldat hors des frontières des États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait pendant son premier magistère. Il n'a jamais envoyé le moindre soldat. Bon, pour la première fois depuis, je crois, 45, peut-être même, depuis 45. Il n'a jamais envoyé un soldat hors des frontières. Il ne ferait peut-être pas. Mais attention, c'est quelqu'un de très imprévisible sur la forme et de très prévisible sur le fond. Il a un ego surdimensionné. Si demain, et regardez ce qu'il a dit hier de Poutine, qui commence à l'agacer. Si demain, Poutine, dont beaucoup d'observateurs trop paresseux ont dit à tort qu'il était extrêmement proche et qu'il s'adorait, mais non, M. Trump n'a pas d'idéologie. M. Poutine ne l'intéresse pas fondamentalement. Ce qui l'intéresse, c'est de se rabibocher avec une Russie qui... C'est quoi le dessin derrière? Qui lui permettrait de faire des affaires. Avec la Russie, c'est vrai. De faire des affaires. Alors que l'Ukraine ne lui rapportait rien il y a 3 ans. Quand vous regardez, il y a 3 ans, le volume d'échange entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est ridicule. C'est picrocolin, c'est quelques centaines de millions de dollars. C'était rien du tout pour Trump. Et moyennant quoi, pour aider cette Ukraine extrêmement loin qui ne lui rapportait rien, il a fallu dépenser 65 milliards. Et on ajoute à cela l'impossibilité de faire du business avec la Russie. Enfin, tout ça pour Trump, on y revient, n'a aucun sens en réalité. Donc attention, pour finir sur votre question précédente, si Poutine se moque de Trump, Trump peut réagir de manière extrêmement brutale. C'est la raison pour laquelle je serais quand même prudent sur une non-intervention des États-Unis aujourd'hui, au cas où M. Poutine interviendrait dans les pays baltes. J'aurais dû commencer par ça, mais c'est passionnant de discuter avec vous. Cette guerre mondiale dont personne ne veut, elle n'aura pas lieu selon vous. Le climat international est quand même super angoissant, super anxiogène et super inquiétant. Pourquoi c'est improbable quand on se calme et qu'on réfléchit? D'abord parce qu'un climat ne correspond pas nécessairement à la réalité. Et Madame Michu, elle fait de la géopolitique comme M. Jourdain faisait de la prose, ce qui n'est pas mon cas. Donc je pense que le climat, il faut le mettre de côté et essayer très rationnellement de choisir les meilleures pièces du puzzle qui permettent d'en créer un qui vaut ce qu'il vaut, mais qui établira une perspective. Il y a dans cet ouvrage 7 chapitres qui sont autant de raisons d'espérer qu'il n'y ait pas la guerre mondiale. Et de manière très rationnelle, parce que le choc des civilisations est un concept inepte qui n'a pas de sens. Ça ne vaut pas sur le terrain. Parce que dans les opinions publiques, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Ukraine et en Russie, on voit bien qu'il y a une défiance vis-à-vis de la guerre, et depuis pas mal d'années. Parce que le Moyen-Orient, contrairement à ce qu'on dit toute la journée depuis des mois et des années, des dizaines d'années, croyez-moi, j'ai fait ma thèse sur Jérusalem, je sais un peu de quoi je parle. Le Moyen-Orient, ça fait jaser beaucoup, mais en réalité, aucune grande puissance ne veut mourir pour Jérusalem, ne veut mourir pour les Israéliens ou pour les Palestiniens, et ils ne l'ont jamais fait. Mais c'est l'Iran à la bombe atomique. L'Iran n'aura pas la bombe atomique, évidemment, puisque les Israéliens et les Américains ne laisseront pas l'Iran avoir la bombe atomique. Et quand bien même l'Iran l'avait. L'Iran n'a aucun allié militaire. Si, pardon, il avait un, c'était Assad. C'est fini. Aucun. Regardez à quel point, j'y reviens, la Russie a abandonné en race campagne des alliés qui d'ailleurs l'étaient beaucoup plus statutairement qu'avec l'Iran. Regardez à quel point la Chine, depuis 27, 28 siècles, si vous le permettez, ne fait pas la guerre, en tout cas ne projette pas de la puissance au sens militaire du terme, hors de ses frontières. Ils vont le faire pour défendre l'Iran, mais certainement pas. Donc je pense que pour toutes ces raisons, il y en a encore quelques autres dans cet ouvrage, le risque, la probabilité qu'il y ait une guerre mondiale est tellement infinitésimale qu'il faut la rejeter. Ça ne veut pas dire malheureusement qu'il n'y aura pas encore des conflits ici-là, plus ou moins locaux, localisés, mais pas de guerre mondiale. L'infinitésimal, bien sûr, c'est le signe noir, mais en même temps, quel enchaînement d'événements tragiques pourrait y conduire ?
Eh bien justement, c'est une très bonne question parce que l'un des chapitres de cet ouvrage porte sur le syndrome de l'été 14. Alors l'été 14, en France, ça rappelle des souvenirs évidemment cataclysmiques puisque en août 1914, il y a une cascade de déclarations de guerre, après un fait d'ailleurs assez mineur malgré tout dans les Balkans et une rivalité très localisée entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, peu importe, eh bien c'est toute l'Europe qui s'effondre dans la guerre parce que chacun respecte les alliances militaires des autres. Eh bien vous savez quoi? Vous faites tourner la planète. Il n'y a à ce jour qu'une seule alliance militaire multiple, c'est l'OTAN. Et elle est en train de disparaître. Il n'y en a aucune autre. Autrement dit, la notion d'été, le schéma cataclysmique de l'été 14 ne peut pas prévaloir et c'est l'une des raisons aussi qui me rend très optimiste. Et ce rapprochement aussi entre Washington et Moscou, quelque part, ça éloigne aussi le spectre d'une guerre mondiale. Non mais bien sûr. Ah bah pour des raisons moralement assez dégoûtantes, oui, parce que l'Ukraine est abandonnée par les États-Unis. Mais et on verra bien si l'Europe suit de près ou de loin. Mais néanmoins, pour rester très objectif et ne pas faire de moralisme, parce qu'en géopolitique, malheureusement, on ne peut pas trop en faire, sinon on s'éloigne de la réalité analytique des choses. Pour cette mauvaise raison, le spectre d'une guerre mondiale s'éloigne mécaniquement lorsque deux grandes puissances, ou deux puissances capable en tout cas de projeter de la violence de manière absolument considérable en s'adjoignant des alliés, en l'occurrence ça serait peut-être Moscou et Washington, se rapprochent. Si ces puissances se rapprochent, ce qui est le cas aujourd'hui en dépit des bisbis de ces derniers jours, mécaniquement on s'éloigne du spectre d'une guerre mondiale. Donc Trump, quelque part, est un rempart contre les visées impérialistes de Poutine. Par un faux paradoxe, il peut correspondre à l'un des remparts contre, alors non pas les visées impérialistes, mais contre la capacité de Poutine d'aller plus loin. Par son imprévisibilité et par l'argent, par le cash qu'il pourrait laisser entrevoir à M. Poutine s'il y avait rabibochage économique entre les deux pays. Pardon, je ne sais pas si je vous fais répéter, mais donc l'objectif ultime de Trump dans tout ce qu'il fait, le point commun, J'ai payé $1, j'en veux 2. C'est ça. Il n'y a pas d'idéologie chez M. Trump. Il faut tout comprendre en matière de défense, d'affaires étrangères en tout cas. Il faut tout comprendre à l'aune de il faut que ça me rapporte plus que ça me coûte. Absolument. Monsieur Poutine, il faut tout comprendre à l'aune de son idéologie impériale, grand russe, on va l'appeler comme ça, lui qui a toujours considéré que la chute de l'URSS, c'est lui-même qui le disait, hein, avait été la pire catastrophe du XXe siècle. Lui qui cite très souvent l'empire de Catherine II de Russie. Vous voyez, on est sur des registres radicalement différents. Mais il se trouve que même en étant sur des registres différents, l'histoire l'a démontré, la longue histoire politique et militaire l'a démontré, on peut, à un moment M, sur un dossier D, arriver à un alignement des intérêts. Et on y est là. Et on y est. Et ça serait J.D. Vance qui serait le président, pas le vice-président, ça serait pas la même histoire. Ça serait une histoire un peu différente parce que ça ne veut pas dire que c'est pas un mercantiliste, mais c'est surtout un idéologue au dernier degré. Et il a déjà démontré, à plusieurs reprises, notamment ces dernières semaines en Europe et en particulier à Munich. Et là, donc je pense que ce serait sans doute beaucoup plus virulent encore vis-à-vis des Occidentaux et en tout cas des démocraties occidentales. Oui. Alors que Trump, c'est pas qu'il est contre, c'est que ça l'intéresse pas. Voilà, il faut lire absolument. La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. Signé Frédéric Ancel aux éditions Odile Jacob. Merci. Merci à vous. Au revoir.